Il y a du monde, beaucoup de monde en salle d'audience du tribunal correctionnel d'Amiens ce mercredi 25 janvier. Le procès des dirigeants de l'école de commerce n'est pas un parmi d'autres. Il suscite un intérêt médiatique bien au-delà des habituels chroniqueurs régionaux. Atypique parce qu'on y parlera pendant 5 jours de harcèlement moral, exceptionnel par le nombre de prévenus et de victimes. Et puis il y a le fait que les prévenus ne sont pas les délinquants qu'on a l'habitude de croiser. Voilà, Monsieur Muth, Monsieur Désérable, on les croise plutôt au cocktail de l'audience solennelle de rentrée en janvier que sur le banc des prévenus. Il est vrai qu'ils n'ont pas aimé qu'on utilise le terme de notable, mais le notable, au sens premier du terme, c'est ce qu'ils sont. Ils sont des gens connus à la taille de la ville d'Amiens. Donc évidemment, ça explique que ce procès était très suivi et que le délibéré soit très attendu. Premier jour, le témoignage d'un inspecteur du travail sonne comme un coup de tonnerre. Il raconte une longue enquête au sein de l'école de commerce, au cours de laquelle, en 2009, il a relevé des infractions au Code du travail. Entendu 45 salariés, conclut qu'une vingtaine d'entre eux souffraient dans l'entreprise. Ce qui est intéressant aujourd'hui et ce qui est terrible, c'est qu'il a précisé qu'il n'en avait jamais vu autant qu'il en a relevé dans cette école. Certains salariés venaient pleurant dans le bureau manifester une souffrance au travail absolument invraisemblable et il est vrai, évoqué la longue descente aux enfers de certains des salariés de cette école. L'émotion portée par cette déposition est forte. Dans la salle, le rapport accablant fait monter d'un cran la tension. Mais le procès est un combat, comme ils l'ont fait l'instant d'avant à l'audience, à l'heure de la pause, sans relâche. Les avocats de la défense croisent le fer. J'ai l'impression que vous n'avez quand même pas passé une très bonne demi-heure. Je crois que c'est votre intime conviction. Oui, mais c'est moi qui parle. Hein. Maintenant, c'est moi qui parle. Vous n'avez pas passé une très bonne demi-heure. Je crois qu'on a vu quand même que votre rapport, ou même votre procès verbal, n'était pas objectif. Je comprends que les avocats de la défense essayaient quelquefois de nous pousser dans leur tranchement, ou voire pour certains nous déstabiliser, mais bon, moi je suis convaincu qu'on a fait une enquête le plus objective possible. Au cœur de ce procès, le suicide de Mireille Dimpre. C'est sa famille qui porte ici sa mémoire. En juillet 2009, elle s'était jetée par la fenêtre. Entendu à la barre, le commissaire de police chargé de l'enquête dira sans détour qu'il n'a vu aucune origine autre que professionnelle au suicide sur son lieu de travail de cette salariée. Les avocats de la défense dénonceront là aussi une enquête partisane. Je pense que Mireille Dimpre avait d'autres soucis personnels qui ne sont pas liés à ses conditions de travail. Enfin, au moins pas de la part de la direction, parce que monsieur Muth avait d'excellents rapports avec elle. Le sentiment que j'ai, c'est que Mireille, en se défenestrant sur son lieu de travail, envoyait un message très fort. Alors à la fois le choix de son lieu de travail et à la fois la brutalité, la violence d'une défenestration. Elle savait, étant donné la hauteur, qu'elle n'en sortirait évidemment pas indemne. Et pour moi, elle s'est fracassée, quoi. Elle s'est mise en miettes. Elle s'est physiquement détruite pour exprimer ce qu'elle était à l'intérieur, ce qu'ils avaient fait d'elle à l'intérieur, c'est-à-dire quelqu'un en mille morceaux, complètement détruit, qui n'arrivait pas à se reconstruire, à rebâtir des choses. Troisième jour de procès, les parties civiles sont entendues. Les unes sont en accident du travail, une autre en invalidité. Quelques mois avant le procès, Elisabeth Lemaire a perdu l'usage de la parole. Les médecins l'attribuent au stress extrême. Elle dépose en chuchotant. D'autres, broyés par la dépression, peinent à raconter. Ils parlent de mise au placard, de responsabilité retirée, de surcharge de travail. Les avocats de la défense leur demandent des faits, des preuves, pas seulement des impressions. Mis en difficulté sous les questions sans concession des avocats, les plaignants ont parfois perdu pied. Marilène Caboche fait un malaise. L'avocat de M. Davis était pour moi, était violent dans sa façon de poser les questions. Et de plus, il ne m'a pas laissé parler. Je ne fais pas de reproches à mes confrères, ils font leur travail. Mais enfin, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Vous avez vu dans quel état est cette femme, vous avez vu les difficultés qui sont les siennes, la souffrance qui est la sienne, le malaise. Enfin, soyons prudents. 2 tentatives de suicide.
et personne n'est à l'abri que cette femme, malheureusement, à un moment ou un autre ou d'autres, ait la tentation de récidiver. Je crois que l'humain qui a manqué, sans doute pour une large part dans cette entreprise, il ne faudrait pas qu'il manque devant le tribunal. Et je pense que mes confrères doivent mesurer, lorsqu'ils s'expriment à l'égard de ces victimes, les risques qui courent de les malmener un peu trop. Ce jour-là, il est plus de minuit passé quand le président suspend l'audience. Pour tous, la fatigue est grande. Les 3 jours initialement prévus pour ce procès ne suffiront pas. Il décide de prolonger les débats de 2 jours. Au correctionnel, normalement, quand on passe déjà une demi-journée sur une affaire, c'est qu'elle est complexe. 5 jours, c'est hors norme. Moi, j'en ai très rarement vu au correctionnel. Et là, on a fait la même chose avec une entreprise que ce qu'on fait habituellement avec la personnalité d'un accusé aux assises ou avec la personnalité de la victime, voire quand il y a une question balistique avec l'intérieur de son corps. Donc on a vraiment eu l'impression de disséquer. La loi qui caractérise le harcèlement moral est relativement récente. Elle date de 2002. Les termes en sont très larges. Elle réprime des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale. 2 agissements, dans l'absolu, suffiraient. Mais les victimes s'emploient à convaincre le juge qu'elles ont été victimes d'agissements multiples. Et les juges du fond, on le voit très bien dans les décisions, égrènent en réalité, le plus souvent, la multiplicité des agissements constitutifs du harcèlement moral. Lors de la dernière journée du procès Subdeco, c'est le procureur de la République qui a livré ses réquisitions. Il a parlé d'un gâchis humain terrible, de gueules cassées, des salariés qui ne sont plus aujourd'hui que le pâle reflet de ce qu'ils ont été. Il a évoqué de la part des dirigeants la volonté délibérée d'écarter des salariés qui ont cessé de plaire. Eux l'ont entendu comme une première réparation. Je suis reconnue travailleur handicapé. Mon nom, mon prénom. Le groupe Subdeco figure partout, dans les moyens de presse, sur Internet ou autre. Quand je vais rédiger mon CV, vous pensez vraiment qu'il va y avoir un employeur qui va vouloir venir m'embaucher, même si j'ai les compétences. Mais quelque part aujourd'hui, je dis que j'ai gagné pour mes enfants. Parce que je défends mes valeurs, les valeurs que je leur apprends. En matière de harcèlement moral, ceux qui s'estiment victimes peuvent faire appel à une juridiction sociale, la justice prud'homale, ou porter plainte au pénal, ou les deux. Dans tous les cas, la procédure au Conseil de prud'homme sera suspendue à la décision pénale, qui est toujours première. Avec une difficulté supplémentaire, au pénal, le doute profite à l'accusé. En droit du travail, le doute profite aux salariés. Alors, quelquefois, il y a des salariés que je reçois après qu'ils aient porté plainte au pénal. Et là, je leur dis, c'est qui tout double ? Parce que, moi je suis quelqu'un de très prudent, parce que le pénal prime sur tout le reste. Si on perd au pénal, on perd sur tout. Donc, mais c'est difficile pour les gens de ne pas penser au pénal. C'est difficile de leur dire, réfléchissez bien parce que c'est pas forcément une bonne idée. Parce que la modalité de preuve au pénal est plus compliquée qu'au social. Ils ont du mal quand même. Parce que pour eux, c'est comme si le statut de victime n'existait qu'en droit pénal. Et quand ils vont au prud'homme, après, ils sont rassurés parce qu'effectivement, ils entendent, ils sont reconnus. Mais naturellement, oui, ça c'est grâce à la télé américaine, ils vont naturellement au pénal. Et c'est qui tout double ? Parce que s'ils perdent au pénal, on perd tout. Pour 2 des dirigeants, le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis. Et pour tous, des amendes de 5 à 15 000 euros. Le président du tribunal correctionnel s'était donné 3 mois pour reprendre sereinement tous les éléments de ce procès complexe. Le jugement sera rendu dans quelques jours, le 31 mai prochain.